Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue au débrief de l'actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux personnes vulnérables après le décret du chef de l'État hier qui a permis de désengorger un tout petit peu nos prisons. Un décret qui ne concerne malheureusement pas les prisonniers dits de l'opération Épervier et puis les prisonniers politiques. Quelles sont les mesures entreprises par le gouvernement pour lutter contre le Covid en ce qui concerne les personnes vulnérables? On en parle aujourd'hui tout au long de ce débrief. Madame, monsieur, merci de rester scotché. Juste une virgule, une respiration. On se retrouve derrière pour la suite du débrief. Ils sont trois qui nous font l'amitié, l'honneur de venir sur ce plateau pour le débrief de ce soir. Lui, c'est un journaliste politique, Bertrand Rona. Bonsoir, bienvenue Bertrand. Bonsoir Bouba, merci de m'accueillir sur le plateau du débrief. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la deuxième fois qu'elle accepte l'invitation du débrief. C'est Véronique Lehmann. Véronique, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'inviter. Toujours confiné à votre hôtel en attendant un éventuel vol pour la France. Pour plus longtemps, je vous rassure. Ok, d'accord. On espère que dans des jours à venir ou des heures très proches, vous retrouverez votre On va France. croiser les doigts. Ok, d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Honorable, notre ami quand même, qui on reçoit pour la première fois. Avant, c'était bien sûr Samuel Motte. Est-ce qu'on doit ajouter, bonsoir déjà, honorable Samuel Motte? Samuel Dieudonné Motte. Samuel Dieudonné Motte, pour ne pas faire offense à mon père, qui a bien agencé ces deux prénoms-là, parce que ça avait une signification particulière. Pour le reste, honorable, ça va durer 5 ans, peut-être un peu plus, mais ce sera jamais éternel en ce qui concerne cela. Je ne garderai par contre mon nom, mon prénom. Ok. Samuel Dieudonné Motte, merci d'avoir accepté notre... Et surtout, je voudrais préciser également, je suis là en qualité de communicant de la cellule de communication de RDPC. Je ne suis pas là en tant qu'escalité, en tant que député. D'accord, merci. C'est la cellule de communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui vous envoie sur ce plateau. Mais par ailleurs, c'est vrai que vous n'avez pas été mandaté par le Parlement pour venir parler ici. C'est pas ce titre. Merci de faire cette précision. On rentre de plein pied dans le débrief de l'actu de ce soir. Le chef de l'État a pris un décret hier concernant, bien sûr, les prisonniers, certains prisonniers, pour désengorger, bien sûr, nos prisons. Malheureusement, ce décret ne concerne pas les prisonniers dits de l'opération Épervier, et même les prisonniers politiques ne sont pas concernés par ce décret. Avant de rentrer en plein dans la thématique du jour qui concerne les personnes vulnérables qui sont abandonnées à elles-mêmes, un mot sur ce décret du chef de l'État hier. Oh, le chef de l'État se connaît être magnanime, le chef de l'État également connaît alléger les souffrances. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite coïncidence par rapport à la pandémie que nous vivons en ce moment, mais il arrive souvent qu'il le fasse pour essayer en pensant alléger les souffrances des gens qui sont dans la peine, mais également en pensant que le pouvoir de rétorsion d'éducation de la prison a dû faire son temps et qu'il peut essayer de raccourcir les délais de détention. Véronique Lehmann, bonne nouvelle pour désengorger nos prisons quand même avec ce décret du chef de l'État qui arrive à point nommé. Il y a deux volets dans la chose, dans la question que vous me posez. C'est bonne nouvelle pour les prisonniers, pour les personnes qui ont bénéficié de cette grâce, de cette Covid-19 qui est une mesure qui oblige les personnes vulnérables, comme vous les appelez, les prisonniers, les enfants de la rue, toutes les catégories sociales les plus défavorisées. Il faut qu'elles puissent vivre le confinement et les mesures barrières. Donc il n'y avait pas mieux. Pour moi, c'est la mesure la plus sensée, même si le chef de l'État, dans des conditions difficiles et exceptionnelles comme celle-là, c'était la mesure la plus sensée, la plus logique, la plus légaliste pour pouvoir désengorger les prisons, pour que ces personnes qui sont aussi dans un moment particulier de leur vie puissent bénéficier des mesures de distanciation et des mesures sociales qui concernent la lutte contre la riposte contre le coronavirus. Bertrand, cette décision, pour certains, arrive avec un petit retard, dans la mesure où l'Organisation mondiale de la santé avait prescrit au chef de l'État d'entreprendre ou alors de prendre cette décision bien avant.
Doit-on dire vaut mieux tard que jamais? Oui, vous savez qu'avec le président de la République, il faut s'habituer à ce qu'il ne suive pas le mouvement du vent. Très souvent, lorsqu'on l'attend, il n'agit pas, il agit toujours à son temps et après avoir apprécié à sa manière la situation. C'est une décision qui est une très bonne nouvelle, d'abord pour les principaux concernés eux-mêmes, parce que c'est un ouf de soulagement pour les familles, j'imagine. Également pour ces prisons-là qui sont surpeuplées, on le sait, depuis de longues années, à cause justement de ce problème aussi des détentions préventives qui s'étalent sur une durée qui est indéterminée, mais également l'infrastructure carcérale qui a du mal à se renouveler ou à se moderniser au Cameroun. Il y a des projets en la matière qui tardent véritablement à prendre corps, dont la nouvelle aujourd'hui, dans un contexte de lutte contre la propagation, vous imaginez ce virus-là dans ce milieu carcéral qu'on sait, avec toute la promiscuité qu'on peut imaginer, ce serait vraiment une catastrophe. Donc c'est bien d'avoir accédé à cette demande, mais il faut rappeler aussi à l'ensemble des Camerounais que c'est une prérogative qui est constitutionnelle, c'est-à-dire que le chef de l'État s'est appuyé aussi sur un pouvoir qui lui est garanti par la Constitution, avec deux autres lois qui encadrent ce type d'initiative. Maintenant, on peut espérer, pour que cette décision du chef de l'État soit bien accompagnée et qu'elle puisse avoir le ressenti ou l'écho qu'on peut attendre au niveau de l'opinion, que ceux qui sont en charge de la gestion des affaires judiciaires au Cameroun et même des pénitenciers puissent prendre des mesures à leur niveau aussi pour que la gestion, la vie, le quotidien dans ces prisons-là ne soit pas propice à la propagation, pas seulement du virus, mais d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a par exemple le problème des prévenus détention préventive qui au Cameroun est encadré par la loi. On sait combien de temps on met en détention préventive, mais curieusement au Cameroun, ça se rallonge à des délais qui sont interminables. Et le premier procureur de la Cour suprême l'a dénoncé, le ministre, le garde des Sceaux lui-même l'a souvent dénoncé, mais on ne sait pas pourquoi cette formule ou alors ce phénomène de garde à vue, de détention préventive indéterminée continue, et c'est eux qui sont les plus grands nombres, qui gonflent davantage les prisons. Donc c'est un travail à faire aussi pour accompagner donc ces décrets du chef de l'État. Un travail à faire, un mot peut-être? Non, je souris parce qu'on était déjà en offre, on parlait du lien entre les politiques publiques, que ce soit pour la détention pour les personnes qui doivent purger leur peine et la sortie de crise. On se disait qu'une fois que le Covid-19 aura fait sa sortie du Cameroun, de la société camerounaise, il faudra prendre des opportunités, ça va être des opportunités, donc je souris parce que la mesure qu'il préconise, on est déjà dans la sortie de crise de comment les politiques publiques en direction des administrations pénitentiaires vont se mener pour essayer. Mais c'est un problème qui est mondial. Moi, je vis dans une société également où les prisons sont engorgées. Je ne sais pas si c'est les détentions provisoires ou préventives. Je pense que c'est aussi que au moment où les prisons ont été construites, souvent c'est dans les années 45-50 pour certaines sociétés, les infractions ont monté et puis il faut suivre, il faut suivre avec l'évolution de la société et des infractions et des délits. Donc je pense que il faut suivre aussi avec l'infrastructure. Oui, avec les acteurs et avec les acteurs, les infrastructures valent souvent avec les normes. Donc je pense que c'est vraiment... Il y a beaucoup de projets dans ce sens, mais on ne voit pas toujours ces projets. Je pense que dans une société comme la société camerounaise où il y a des problèmes, où on a des problèmes, quand même, il y a des fronts de guerre, le Covid-19 est venu s'ajouter, les politiques publiques en direction de l'administration pénitentiaires vont aussi être une priorité avec le Covid-19 lors de la sortie de crise. Alors, je voudrais vous inviter peut-être à avoir votre commentaire à la suite de cette image, ce tweet du chef de l'État avec l'aide de notre réalisateur, Léonard Dombou, pour qu'on essaye de voir ensemble. Discussion fructueuse avec M. Christophe Guilloux, ambassadeur de France au Cameroun cet après-midi, au Palais de l'Unité, focus mis sur notre lutte contre la pandémie, le coronavirus au Cameroun, en France et dans le monde entier. Et puis on a en image, peut-être que notre réalisateur va me permettre de voir également en image la réception au Palais de l'Unité, le président de la République qui est là avec l'ambassadeur de France au Cameroun. Alors, Samuel,
finalement, on n'a pas affaire à un fantôme. Le président, c'est bien lui. Parce que il y avait quand même un peu... Vous savez, il y a des gens qui considèrent que la vie publique, c'est de l'amusement. La vie publique, c'est un endroit où on fait des shows, on peut déclarer tout et rien à la fois. Nous demandons un peu plus de crédit dans ce que nous faisons, parce que beaucoup de gens nous regardent. Nous demandons beaucoup de crédit, de la retenue, parce que nous, la société qui se bâtit autour de nous et après nous, elle sera à notre image, à la façon avec laquelle, effectivement, nous aurons tracé le sillon. Et là, effectivement, vous montrez un tweet. Moi, je n'avais pas besoin d'attendre le tweet. Parce que c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont inscrites dans le divertissement. On n'est pas là pour faire le divertissement. Tout à l'heure, effectivement, je n'ai pas voulu, mais puisque vous m'y avez amené, j'ai voulu les faire remarquer, effectivement, que le décret portant commutation de peine a été bel et bien signé par le président de la République. Cela prouve au moins qu'il était vivant. Il y a un capitaine dans ça. Ça veut dire qu'il est vivant, ça veut dire qu'il y a un capitaine dans le bateau Cameroun. Ça veut dire également qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute de l'ensemble de ses concitoyens, qui sait effectivement, comme il a si bien souligné, que la pandémie arrivant en prison, ça pouvait faire effectivement beaucoup de ravages. Et pour cela, on n'a pas besoin de leçons à recevoir de qui que ce soit. Ce qui est fort déplorable dans le débat public au Cameroun, c'est que très souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils ont des vérités révélées. Il n'y en a pas. Il y a des gars qui pensent qu'ils ont la science infuse. La science infuse, c'était de l'époque d'Adam, où il était tout seul. On peut également donc imaginer qu'on lui avait mis dans la tête l'ensemble de toutes les sciences du monde. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Légèrement, quand nous nous exprimons dans la place publique, nous devons être marqués par la retenue et l'humilité. Et savoir que lorsque nous avons à formuler une contre-éducation, cette contre-éducation-là doit rentrer dans le champ des possibilités. Et dans le champ des possibilités, effectivement, on peut faire différemment. Mais c'est bien également de discuter, mais à condition qu'on respecte un certain nombre de règles républicaines qui fait que, généralement, je demanderai la parole, j'essaierai d'être le maximum, le plus convaincant du monde, et également que l'on puisse m'écouter. Si je n'ai pas réussi à convaincre, à ce moment-là, j'attendrai le prochain tour. Mais cette histoire-là dans laquelle on est rentré pour pouvoir dire il faut qu'il fasse ça, sinon on fait ça. J'aime citer cet ancien politique de la période gréco-romaine qui disait effectivement monsieur, non, ce qui impressionne le plus, la manifestation du pouvoir qui impressionne le plus, c'est la retenue. On est sorti très loin du champ de la retenue en ce qui concerne un certain nombre d'acteurs. Et le président de la République, effectivement, un artiste en ce qui concerne le modèle de la retenue, c'est également à quel moment il doit penser, il doit parler, à quel moment il doit prendre de bonnes décisions. Alors, Bertrand, quand on regarde cette image qui nous est gratifiée par la régie, avec le concours, la collaboration de nos confrères de la CRTV, on a là, en image réelle, le président de la République qui reçoit l'ambassadeur. On peut dire que cela vient mettre un terme à ce débat, fameux débat sur la vacance. Oui, c'est cette image, enfin, pour convaincre ceux qui étaient davantage sceptiques, parce que moi, au regard de l'ensemble d'actes pris par le chef de l'État, le décret signé par lui-même et des mesures, notamment de coordination de la lutte du gouvernement contre le Covid-19, il n'y avait pas de doute qu'il y avait le président de la République qui était bel et bien là. Maintenant, aujourd'hui, il y a cette image qui vient donc pour confirmer ou dissiper le doute qui était déjà semé au sein de l'opinion, parce que beaucoup avaient même oublié qu'il y avait l'urgence qui était d'appliquer les mesures barrières pour s'abandonner à ce débat autour de la vacance, enfin pas de la vacance, mais de l'absence du chef de l'État. Et aujourd'hui, on parle de vacances. Moi, je ne suis pas juriste, mais en discutant avec des juristes, je crois que la vacance est encadrée quand même. Il y a des dispositions légales qui entourent la vacance à la présidence de la République. Donc aujourd'hui, c'est une image qui est bonne, parce qu'elle vient pour rassurer les Camerounais, enfin ceux qui étaient dans le doute, ceux qui avaient cédé à ce vent de rumeurs qui avait circulé dans les réseaux sociaux. Le chef de l'État est bel et bien là. On a vu toute l'armature autour de sa présence et surtout. Et ce qu'il faut dire ici, moi je n'ai pas l'impression que cette audience a été organisée uniquement pour apporter une réponse de confirmation de la présence effective du chef de l'État et de sa capacité toujours à gouverner le pays. Mais c'est une réponse, enfin c'est une image qui arrive simplement dans le sens de la vie quotidienne de l'État. Et j'imagine qu'il y a un agenda
au niveau de la présidence de la République. On sait qui le président doit recevoir d'ici à tel jour ou à telle période. Mais maintenant, c'est une image qui nous conforte, qui nous rassure de ce que le chef de l'État est bien là. Mais maintenant, sur sa façon de réagir, parce que l'honorable parlait tout à l'heure de la retenue, c'est vrai, mais on ne peut pas aussi refuser aux citoyens leur envie, leur exigence vis-à-vis de leur président, de le voir réagir promptement par rapport à certaines situations. Parce qu'on a vu le Covid qui arrivait, nous sommes dans la mondialisation, on a vu les chefs d'État africains autour de nous se mobiliser, se bouger à leur manière. Et maintenant, les Camerounais aussi voulaient voir leur président aussi agir d'une certaine manière. Mais sauf qu'il a sa méthode à lui, il a une façon de faire, il agit à travers, par exemple, son Premier ministre. On peut voir les résultats, mais acceptons aussi que parfois, le président doit faire quelques jets pour rassurer. D'accord, on termine sur ce sujet, c'est pas l'actualité, elle est fraîche, juste on essaye de faire un débrief. C'est rassurant finalement, le chef de l'État qui réapparaît cet après-midi. Moi, je voudrais m'inscrire en faux. Le chef de l'État, il est chef de l'État. Ce qu'on lui demande, c'est de faire son travail, de faire son job. Il a pris des mesures barrières de distanciation par rapport à la propagation du coronavirus. Ce n'est pas à quelqu'un de dicter un agenda au chef de l'État. Moi, je vais être méchante, je vais dire que ce sont les tonneaux vides qui font plus de bruit. Voilà, moi j'ai besoin plus de bruit. J'ai besoin d'un chef de l'État qui fasse son... Mais ce sont des citoyens aussi, hein? Non. Ces gens sont aussi citoyens camerounais. Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est pas parce on doit les respecter aussi, quand même. C'est pas parce que les citoyens camerounais demandent au chef de l'État de parler, ce qui est normal, parce que dans une période comme celle-ci, on a besoin d'être assuré. Le chef de l'État représente un peu le père de la nation, donc sa parole rassure face à une angoisse existentielle, face à une psychose, à une épidémie, une pandémie qui peut faire peur. Maintenant, est-ce que le chef de l'État n'est pas assez grand, assez mature, vu son expérience, pour savoir à quel moment il doit sortir, à quel moment il doit dire... L'image parle d'elle-même. Je veux dire, il n'est pas en train de... Et puis, on ne peut pas demander au chef de l'État, qui a lui-même prescrit des mesures de confinement, de distanciation, en même temps de gesticuler, sinon ce ne serait pas responsable. Donc, je pense qu'il nous a montré qu'il est le premier discipliné et qu'il sort au moment où il estime opportun. Okay. Voilà, merci Véronique, vraiment, un titre exceptionnel. Non, juste pour dire, très souvent quand vous entendez les Camerounais veulent que le chef de l'État parle, on se base sur quel échantillon. C'est très souvent 2 ou 3 individus comme ça qui ce sont des citoyens aussi. Qui se mettent on doit tenir compte aussi de leur avis. Vous avez interrogé combien de citoyens? On doit tenir compte aussi de leur avis. À quelle proportion? C'est une proportion infime. Ma conviction est que quand le chef d'État a senti effectivement la nécessité de parler parce qu'il a une exigence populaire qui voudrait qu'il parle, il a toujours pris la parole. Et donc, quand on déclame comme ça tout de Gaulle, les Camerounais... Il faut tenir compte aussi de la vie de ceux qui pensent l'autre chose également par rapport à la gesticulation dont elle faisait allusion. Vous savez, la meilleure chose dans la vie publique de pouvoir se dédouaner, c'est de gesticuler effectivement. Pour pouvoir dire lorsque la catastrophe survient, pour pouvoir dire après... Vous avez dédouané. Non, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et le président, effectivement, en restant dans la réserve, dans la retenue, marque effectivement qu'il est sûr d'un certain nombre d'éléments pour lequel, effectivement, il aura à rendre certainement des comptes, mais il pense que la meilleure façon de décider, c'est pas de gesticuler. Parce qu'effectivement, si on a une catastrophe, effectivement, on leur a donné une bonne occasion pour pouvoir dire, mais s'il avait beaucoup gesticulé, peut-être on n'aurait pas eu cette catastrophe-là. Non, il sait effectivement qu'il doit, son travail à lui, c'est de prendre des décisions, faire en sorte que ça puisse marcher. Après, maintenant, on analysera. Effectivement, s'il se plante, effectivement, ça n'excusera ou alors il sera sanctionné. Alors, mais il faudra également retenir que ça pourrait également marcher. Et pendant une trentaine d'années, il a apporté la preuve que très souvent, quand il a pris des décisions, ça a toujours été de bonnes décisions. Oui, juste une seconde pour dire que, est-ce que vous n'avez pas aussi pensé à un moment donné que c'est par trop d'amour que les Camerounais voulaient le voir? Parce que les mesures barrières, lorsqu'elles ont été édictées, soyons honnêtes de reconnaître que les Camerounais ont traîné les pas sérieusement pour les appliquer. Et parfois à des niveaux insoupçonnés, des personnalités respectables qui avaient un niveau de décision, qui traînaient les pas. Et c'est en ce moment-là que les Camerounais disaient, et si le chef de l'État s'exprimait justement sur cette question précise, est-ce que les gens n'iraient pas rapidement à l'application? Parce que le fait d'avoir traîné sur quelques semaines à respecter ces mesures de façon scrupuleuse nous a coûté des cas.
nous a coûté des contaminations. Et c'est pour cela que les Camerounais, les hommes des médias, en majorité, lorsque je parcourais les forats et les espaces de discussion, on sentait qu'il y avait ce besoin de dire, mais est-ce qu'il ne faut pas une autorité supérieure pour amener les gens justement à respecter ces mesures? Merci, cher monsieur. Je crois que le monde des forats n'est pas la structuration de la société camerounaise. Ce débat va certainement se poursuivre. Les avis contraires, il faut les respecter. On les écoute. S'il vous plaît. Nous retiendons que notre chef d'État est demandé par ses populations. Mais vous déclamez des vérités toutes faites. Je dis tout simplement, quand on dit les Camerounais ont besoin de ceci, on n'a jamais fait un sondage pour pouvoir dire les Camerounais, telle proportion. Tout simplement, c'est tout simplement rationalité et mathématiques. Mais c'est plutôt rassurant, ça veut dire que notre chef d'État, les populations le réclament. C'est le plus important. C'est bon signe. Les silences du président parlent en sa faveur, peut-être, on ne sait pas. Maintenant, il est resté silencieux, il est sorti de sa réserve aujourd'hui. C'est son savoir. Il a failli beaucoup de réserves et beaucoup de silence quand nous avons été attaqués à Bakassi. Et vous avez vu bien le ça que nous avons pu récolter. Mais le silence et les réserves ne s'appliquent pas à toutes les situations. D'accord, cher monsieur, on en vient maintenant à la thématique de ce soir sur, bien sûr, ces personnes vulnérables qui ne sont presque pas concernés par les mesures. Le gouvernement, on le rappelle, dans un premier temps a pris 13 mesures et puis il y en a eu 7 encore par la suite du Premier ministre chef du gouvernement. Je commence par vous, Véronique. Est-ce que vous avez le sentiment que les enfants de la rue, par exemple, qu'on appelle communément les Nangaboko, est-ce qu'ils sont concernés? Est-ce que ces mesures visent à sensibiliser, à toucher ces enfants d'un autre genre qui nécessitent une autre éducation? J'aime pas le mot Nangaboko. Enfants de la rue. Je pense que c'est dans la suite de ce qu'on vient de débattre, que ce soit les prisons, que ce soit la rue, que ce soit des orphelinats, tous les endroits où des personnes ont du mal à respecter la distance d'un mètre 50 selon les prescriptions des scientifiques, sont vulnérables, encore plus vulnérables que le commun des mortels qui a une maison pour être confiné. Et je pense que, moi j'ai lu dans un journal que la ministre des Affaires sociales était allée les chercher, ce qui est très louable, mais pour avoir de l'expérience professionnelle pour la prise en charge de ces enfants-là dans une ancienne vie, je pense que ces enfants ont du mal à être appréhendés, ils ont perdu tout lien de confiance avec la société, donc c'est très bien d'aller les chercher, mais je pense qu'il y a une prise en charge éducative qui doit suivre pour les garder à l'abri là où ils sont et pour les garder après, même après le Covid-19, parce que c'est quand même une situation difficile d'avoir des mineurs en danger qui soient dans cet état, encore plus difficile pendant le Covid-19, puisqu'ils doivent être confinés, ils doivent bénéficier des mesures de distanciation et de mesures barrières sociales. Pour le coup, on est dans l'urgence sociale, donc je pense que c'est une très bonne chose qu'ils soient mis à l'abri, mais il faut que ce soit pérenne avec une prise en charge psychologique, parce qu'ils ont perdu la notion justement d'être dans un lieu de confinement et que pour eux, ça peut être plus compliqué que n'importe quel enfant. Alors Samuel, sur les mesures de confinement prescrites par le gouvernement, on en a cité des mesures prises par le gouvernement, il y en a 13 d'abord dans un premier temps, ensuite 7. Est-ce que vous avez le sentiment en parcourant tout cela qu'il y a eu des mesures d'accompagnement pour des personnes vulnérables, les orphelinats, les handicapés, les malvoyants, les enfants de la rue? On peut les envisager, mais l'État camerounais n'a pas toujours attendu qu'il y ait une catastrophe pour pouvoir penser à des couches vulnérables. Effectivement, quand il y a des dispositions, on les prend, on les a pris sous d'autres cieux, on les a pris également à d'autres occasions. Là, pour je veux dire la circonstance qui est celle liée au Covid-19, il n'y a pas effectivement de mesures vraiment spécifiques, mais c'est également un problème de responsabilité sociétale. C'est-à-dire que nous n'attendrons pas nécessairement que l'État puisse faire telle ou telle chose dans tel ou tel domaine pour qu'on puisse effectivement trouver du bonheur. Quand il parlait tout à l'heure des problèmes de la responsabilité du chef de l'État à pouvoir s'exprimer ou ne pas pouvoir s'exprimer, à pouvoir porter un certain nombre de messages ou à pouvoir rassurer, l'assurance viendrait également de ce que nous-mêmes, les citoyens du monde, faisons en faveur des gens qui sont plus défavorisés que nous. Et dans le cadre effectivement de l'encadrement des populations vulnérables, nous sommes dans une société africaine
Effectivement, ce phénomène-là de Nangaboko que Mme recuse et déplore par la même occasion, effectivement, c'est un problème que le gouvernement camerounais a toujours cherché à gérer. Mais là, pour l'heure, on n'a pas pensé pouvoir prendre, tout au moins jusqu'ici, une décision qui est propre à cette couche sociale-là. On attend également comment est-ce que les choses vont évoluer. Là également, vous avez vu, nous avons une réponse graduée. En fonction des événements, en fonction de la dynamique d'évolution de la pandémie, il y a des mesures d'accompagnement que l'on prend. Mais également, soyons raisonnables à pouvoir dire, sur la batterie des mesures qui a été prises jusque-là, essayons de les mettre en œuvre pour pouvoir tirer le maximum d'efficacité possible. Il ne faut pas, notamment, mais en ce qui me concerne également, ces coûts sociaux-là, je les côtoie au quotidien. Ils sont très souvent au bas de mon immeuble, généralement, quand ils rentrent travailler. C'est des gens qui sont souvent sensibilisés. Ils sont souvent sensibilisés parce que l'État met à leur disposition des moyens de communication, notamment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux citoyens? Ce n'est pas tellement le confinement intégral. On demande effectivement, on leur dit, ne vous déplacez pas quand ce n'est pas nécessaire, lavez-vous les mains, prenez les règles d'hygiène, prenez une certaine distanciation sociale. Cette éducation-là, je pense effectivement, elle n'est pas orientée uniquement vers les couches favorisées. Et elle concerne l'ensemble des Camerounais et nous devons participer également de cette éducation-là de telle manière à ce qu'on puisse... Or, aujourd'hui, regardez, quand vous regardez, nous avons quelqu'un qui est un personnel de la santé aujourd'hui. Ce n'est pas, je veux dire, les grands principes actifs qui soignent les gens aujourd'hui. C'est des gestes simples, des gestes d'hygiène. Et là, où la société, ce Covid-là, cette pandémie-là nous ramène à l'essentiel de la vie humaine. Et en ce qui concerne ces coups défavorisés, très souvent, ils doivent les suivre parce qu'ils font les gestes simples au quotidien. Nous devons insister pour qu'ils puissent continuer à faire ces gestes-là. Je crois que le salut passera par là. Non seulement pour eux, mais là également, vous avez vu, la société elle est également interactive. Hein. C'est-à-dire que quand vous dites pourquoi on n'a pas parlé à telle couche, ce n'est pas une exclusion. Parce qu'on sait très bien que s'il y a un Nangaboko qui est à table au Covid-19, c'est très souvent des gens que nous avons salués à notre passage. C'est des gens avec qui nous entretenons au quotidien un certain nombre de rapports qui peuvent faire que le virus peut passer par eux. Donc il ne s'agit absolument pas d'exclusion. On pense tout simplement que pour ce qui a été édité comme étant mesure jusque-là, il n'y avait pas nécessité à pouvoir prendre. Mais nous devons être solidaires dans la société. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui est en perdition, et encore, la pandémie tend à fragiliser également l'ensemble de ces couches-là, nous devons être solidaires et nous devons leur apporter notre dose d'humanité en les aidant. On n'attendra pas nécessairement la décision du pouvoir de la République. Est-ce que cela ne passe pas nécessairement, Bertrand, par une sensibilisation tout azimut de ces personnes vulnérables? Oui, sensibilisation, d'abord, c'est un phénomène mondial. Même les pays les plus puissants économiquement vivent ce problème d'enfants de la rue ou de personnes qui sont sans abri. Mais la vérité, c'est qu'au Cameroun, on n'a pas véritablement adressé une vraie réponse à ce problème. C'est-à-dire que c'est par à-coup. De temps en temps, vous avez un ministre des Affaires sociales qui organise, parfois on vient chercher ses enfants, on les recase quelque part, et puis quelque temps après, ils reviennent, parce que le service après-vente n'a pas été assuré, que ce soit avec les parents ou avec ceux qui sont les responsables, généralement de ces maisons ou de ces orphelinats qui doivent être gardés. Aujourd'hui, parce qu'il y a la pandémie, il y a une solution. Moi, j'ai écouté Madame la ministre Pauline Reningene qui parlait d'une stratégie en ce moment. On fait partir ces enfants de la rue, on les met quelque part et on essaye de faire en sorte que ceux qui sont encore sensibles ou alors qui montrent une envie de rentrer en famille, on essaie de faciliter cela avec les parents et tout le reste. Et c'est bien pour le cas présent qui est celui du Covid, de tout faire pour que ces enfants-là cessent d'écumer les rues et donc d'être des agents susceptibles de propager la maladie. Mais c'est un problème global qui a besoin d'une réponse véritablement pensée et qui doit être permanente. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'après le Covid, où on a essayé de faire un effort pour travailler et éviter que le virus passe par ces enfants, qu'après, lorsque ce virus sera passé, on voit une vague d'enfants déferler à nouveau dans ces espaces, et auquel cas, on se serait battu pour rien. À côté des enfants de la rue, vous avez d'autres personnes vulnérables auxquelles vous avez fait allusion, les personnes malvoyantes, ceux qui sont handicapés moteurs, ceux qui ont des maladies mentales et tout le reste. Je n'ai pas encore vu une stratégie être déployée
pour ces gens-là. Moi, j'ai suivi, ce sont des associations qui essaient de se mobiliser, ce qui est bien, parce que c'est, comme le disait l'honorable tout à l'heure, c'est une interactivité. Les citoyens aussi doivent s'auto-responsabiliser. C'est bien, mais il faut également un accompagnement des pouvoirs publics à ce niveau pour mieux encadrer ces organisations, ces structurations, pour que ceux-là aussi se sentent impliqués, se sentent intégrés dans le mouvement d'ensemble que la nation met en place pour lutter contre le Covid. Parce que la question des enfants de la rue, au-delà du centre de resocialisation de Bétamba, qui a connu un coup de neuf avec sa réhabilitation, depuis tant d'années, on n'a pas vu une démultiplication de ce type de centres à travers le pays pour véritablement prendre au sérieux cette question des enfants de la rue, leur permettre d'avoir une seconde chance, une chance de se resocialiser en apprenant un métier ou tout autre. Véronique, est-ce qu'il ne faille pas envisager, par exemple, une politique éducative pour les enfants de la rue, surtout quand on sait que d'où vous venez, il y a ce qu'on appelle les éducateurs de rue pour pouvoir faire face à ce genre de... Les Chinois qui m'écoutent savent que le mot crise a deux volets, le mot danger et le mot opportunité. Les enfants de la rue sont des enfants en danger. Si on qualifie un petit peu ce qu'ils vivent, pourquoi ils se retrouvent dans la rue, peut-être parce qu'il y a eu des ruptures éducatives dans la famille, des ruptures éducatives successives qui font que soit ils sont rebelles à l'autorité des parents, soit ils se retrouvent dans la rue. Pour répondre à la question, effectivement, ces enfants, comme je disais tantôt, sont en danger, donc ils ont besoin d'une prise en charge de la société. Une fois qu'ils partent des parents, je voudrais dire que la société est un peu responsable de leur situation. Donc, il y a besoin de penser ce qu'on appelle des éducateurs de rue, c'est-à-dire des personnes qui vont vers eux pour les prendre en charge. Parce que ces enfants qui ont perdu tout ce qu'on appelle le lien éducatif, qui ont du mal à faire confiance aux adultes. Rappelons quand même qu'un enfant, la première personne qui doit le protéger, ce sont les parents. Et ces enfants, souvent, sont soit en rupture éducative, soit en conflit permanent avec ses parents. Donc, ils auront besoin des éducateurs de rue qui vont aller vers eux pour essayer d'appréhender pour une prise en charge spécifique, voire individualisée. Ils ne sont pas des centaines, ils sont quelques-uns, avec des codes de la rue qu'ils adoptent un mode de vie différent du mode de vie normal pour des enfants normaux en famille. Donc je pense que oui, il y a besoin de penser cette forme de prise en charge éducative avec des personnes de la rue qui puissent les appréhender, renouer avec eux un lien de confiance qu'ils ont rompu avec les parents et avec les adultes en général. Alors sur, on va dire, la communication des peines du président de la République, est-ce que vous pensez que ceux qui disent que le décret pris par le chef de l'État est un décret ciblé et un décret qui ne mettra pas beaucoup de personnes à l'extérieur de la prison, vous partagez cet avis-là aussi? Moi, je n'ai pas fait le décompte, mais la loi, elle doit être d'une froideur absolue. C'est-à-dire qu'en toute objectivité, on vous dit, sur l'ensemble d'un objectif, enfin un objectif qu'on s'est fixé, qu'on veut l'atteindre, on fixe des règles, on ne les fixe pas à la personne. Si vous commencez à les fixer à la personne, ça veut dire que vous cédez soit à l'émotion, soit à l'arbitraire, soit à la partialité, et ce n'est pas bien pour un texte de loi. Il faut rester carré. Nous pensons que telle ou telle personne... écoutez, vous avez vu, par exemple, vu qu'on a évité toute forme de transgression. Quand on dit, par exemple, on ne peut pas commuer une peine qui a été infligée à quelqu'un qui a cédé au détournement de fonds publics, c'est la règle. Cette règle-là ne fera pas l'objet de distorsion nécessaire. Parce que à partir du moment où vous avez commencé à créer un monde d'exception, vous créez une usine à gaz et vous ne vous en sortez plus. Ce serait bien également qu'il y ait un peu plus d'objectivité dans tout ce que nous faisons au quotidien. Mais je voudrais également dire un petit mot sur la prise en charge des personnes vulnérables. Quand il dit par exemple que la politique, il n'y a pas une politique sérieuse inscrite dans le temps qui permet de les prendre en charge, non, nous sommes dans une dynamique de pensée effectivement qu'il faut au maximum éviter que des gens se retrouvent en situation de déperdition. Et à travers soit le système éducatif, soit à travers effectivement, que ce soit le système éducatif scolaire tel que l'État peut nous l'octroyer, mais également à l'intérieur de la cellule familiale. Je veux dire, lorsque par exemple un enfant se retrouvait dans la rue, c'est un échec. De même que vous évoquez la prison, c'est également un échec social de voir effectivement qu'il y a des gens qui se mettent en marge des lois et des règlements que nous sommes tous fixés d'un commun accord.
quand il y a une personne qui est à la dérive, effectivement, on peut voir dans quelle mesure on peut lui apporter l'assistance. Mais encore une dernière fois, c'est une responsabilité collective de faire en sorte que lorsqu'il y a un enfant, quand il quitte le cercle familial, qu'il puisse avoir une éducation nécessaire, qu'il puisse avoir de la discipline nécessaire. Parce que très souvent, c'est parce qu'on a péché à ce niveau-là que même le système éducatif ne peut pas être dans l'incapacité de reprendre le relais. Et là, une fois qu'il y a un drame qui est constaté quelque part, on pense que c'est du domaine des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, très souvent, ils nous donnent des moyens tout simplement pour pouvoir faire de pouvoir jouer notre propre rôle dans la sérénité et en toute responsabilité. On ne peut pas demander à l'État de dire être là tout simplement à venir au secours des indigents, parce que là également, madame qui vient de la société française, j'ai entendu quelque part ce nombre de personnes dire, oui, mais payer quand même des gens qui sont en chômage, ça peut créer effectivement des effets d'aubaine. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller travailler, je pense que lorsqu'on va me payer mon SMIC, pendant que je suis en chômage, je ne me sentirai pas nécessairement obligé d'aller travailler. Là également, si vous ouvrez la boîte à Pandore en disant que chaque fois qu'il y a un enfant qui va se retrouver dans la rue, vous allez lui faire le tapis rouge, ça va donner un très mauvais exemple. Mais encore une dernière fois, nous sommes dans une société solidaire qui demande effectivement que l'on laisse personne au bord de la route, et quand l'État a pu le faire, il a pu le faire. Mais encore une dernière fois, ça c'est une responsabilité, notamment au niveau du cercle familial. Vous avez à l'intérieur de nos familles des gens qui pensent qu'ils ont une aversion pas possible par rapport à la discipline. Vous n'avez pas une société au monde qui peut avancer sans discipline. Vous n'avez pas une organisation au monde qui avance sans discipline. À partir du moment où on a commencé, ces digues-là ont commencé à céder au niveau du tissu social, effectivement la porte est ouverte à tout. Je dirais également qu'au lieu de chaque fois de dire l'État n'a pas pu faire ça, n'a pas pu inscrire tel ou tel élément dans sa politique globale, il faut qu'on s'interroge nous-mêmes en disant qu'est-ce que nous avons pu faire pour que des drames comme celui des enfants, des dames des enfants de la rue ne puissent pas se répéter. Oui, juste pour dire que le risque zéro en termes de contrôle très bien, je vous le conseille. Des enfants de la rue n'est pas possible. Le risque zéro n'est pas possible parce qu'il y a il faut qu'on soit à la marche. Oui, il y a toujours des dérapages. Pour que ce ne soit pas une préoccupation collective. Mais le problème au niveau du Cameroun, c'est que le gouvernement, qui ne peut pas tout faire, il faut qu'on soit d'accord là-dessus, parce qu'il faut que chacun puisse se responsabiliser au niveau familial pour contrer à son niveau, empêcher que le phénomène ne soit grandissant. Mais le problème avec le ministère des Affaires sociales, c'est que très généralement, on se réduit à soutenir quelques associations qui, entre guillemets, disent militer en faveur de la resocialisation des enfants de la rue. C'est-à-dire que vous avez quelques gens qui ont réussi à obtenir quelques agréments et viennent là, font un peu de folklore devant les médias et tout le reste. On leur apporte le soutien nécessaire pour justement accompagner l'État dans cette lutte, dans cette action sociale de très haute envergure. Mais au final, on se rend compte que ces gens abandonnent les enfants en chemin. C'est-à-dire que derrière cette facette d'association de soutien des enfants de la rue, vous avez donc des gens qui sont là simplement pour faire du racket. C'est-à-dire qu'on prend des financements et puis on se poudre là et on disparaît. C'est donc à ce niveau que l'État doit être vigilant pour dire il faut véritablement veiller à ce que les politiques de resocialisation de ces enfants qui sont initiés, qui existent sur les papiers, soient mises en pratique, non plus par des associations véreuses, mais par des acteurs pertinents et sérieux qui accompagnent vraiment l'État à ce niveau. Et dire également, en deuxième ressort, aux familles aujourd'hui, de reprendre la main, notamment les adultes, de reprendre la main au niveau familial, de reprendre l'autorité, parce que ce qu'on observe aujourd'hui avec les nouvelles générations, c'est qu'il y a un délitement de l'autorité qui, très souvent, lorsque, à un moment donné, ou à un niveau peut-être scolaire ou universitaire, il se heurte à une autorité, à de la discipline, à de la rigueur, on voit dans cette déperdition, c'est-à-dire que des gens qui décident de ne plus aller parce qu'il y a de la rigueur, et simplement parce qu'au niveau familial, on n'a pas fait le boulot. Et là aussi, beaucoup vous diront que c'est la pauvreté, c'est la misère, mais ça n'excuse pas tout. Donc chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités, mais permettez aussi que lorsque ça ne va pas, qu'on indexe l'État, parce que c'est lui qui a tous les pouvoirs. Donc il faut s'entourer d'acteurs sérieux et pertinents pour ne pas galvauder une action aussi pertinente. Alors Véronique, au vu de la gravité de la situation à travers le monde, aux États-Unis on parle environ de 30 000 morts actuellement aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui. C'est une pandémie. On est déjà à près de 2500 décès aux États-Unis. Au Cameroun, nous sommes peut-être encore à 17 selon les chiffres officiels. Le dernier pointage fait état de 922 personnes contaminées.
est-ce qu'il n'était pas urgent, comme le chef de l'État l'a fait hier, en prenant un décret pour essayer de décongestionner nos prisons, est-ce qu'il n'était pas important que le chef d'État prenne un décret sur l'état d'urgence, même sanitaire, au vu de la gravité de la situation? Écoutez, moi, je n'ai pas de leçon à donner au chef de l'État. Je crois qu'il est chef de l'État et c'est ce qu'il a à faire là. Vous avez précisé tout à l'heure mon statut en tant que personnel de santé. J'ai une autre casquette. Je dirais que le Cameroun s'en sort royalement bien. Vraiment, pour moi, qui est l'expérience de la gestion des pandémies, être à peu près à 8 semaines d'une pandémie mondiale qui décime dans les grands pays développés, moi je suis en admiration du Cameroun. Franchement, je suis restée confinée au Cameroun, mais je trouve que le Cameroun s'en sort bien parce que le chef de l'État a su prendre des mesures efficaces à un moment T, à un instant T où c'était vraiment important de prendre ces mesures de distanciation et ces mesures barrières. Je trouve également que le ministre de la Santé publique, avec son équipe, s'en sortent bien, parce que ça aurait pu être plus grave que ça, dans une pandémie où même les pays les plus développés avec les systèmes de santé performants sont en difficulté, où la situation est compliquée. Donc, moi, me poser la question sur les prisonniers, je pense qu'il est dans la lignée de cette planification d'avoir compris que les personnes vulnérables, que ce soit les enfants de la rue, que ce soit les prisonniers, que ce soit même ces mesures acceptant la fermeture des frontières, que ce soit son envie qu'il a eu tout le temps de parler du numérique des TIC. C'est quelqu'un qui a une vision. Vous savez, vous pouvez avoir les meilleures infrastructures du monde, mais si vous n'avez pas une bonne décision politique au bon moment, moi je trouve sincèrement, je trouve que le Cameroun s'en sort bien parce qu'il y a eu un discours politique, des mesures politiques. C'est pour ça que le procès de dire qu'il ne sort pas, il ne parle pas, c'est pas ce qu'on lui demande. Et un chef de l'État apprécie la situation, apprécie l'opportunité des décisions qu'il doit prendre, et je vous assure que si le Cameroun n'avait pas eu le chef de l'État qui a eu, parce que nous partons quand même d'un système de santé qui est quand même en construction, et les mesures qui ont été prises, au moment où elles ont été prises, et même des mesures de diplomatie sanitaire, c'est l'occasion ici d'attirer l'attention. Alors, il y a une école qui forme des diplomates au Cameroun. Je dirais que la diplomatie, c'est pas seulement des mesures administratives. La diplomatie aujourd'hui est sanitaire. C'est pas seulement des carnets de vaccination. C'est aussi une négociation de frontières. C'est de prendre des mesures sanitaires quand il y a une crise comme celle-ci. Vraiment, ne me laissez pas critiquer le gouvernement camerounais. Je pense que les choses, et je touche du bois, que ça continue à se passer comme ça se passe. Alors on me dira que Dieu protège peut-être le Cameroun, c'est pour ça qu'on a moins de cas, mais je voudrais vraiment féliciter le Cameroun. On n'est pas en stress ici, on n'est pas en psychose. Il y a des sociétés, on croit que le coronavirus, il est sur les murs, sur les... Voilà, je pense que le Cameroun s'en sort bien, très bien, par ces mesures de planification, ces décisions au bon moment qui ont fait que la propagation du virus, aujourd'hui les populations camerounaises, je dis pas que la bataille est gagnée, mais les choses se passent de manière plutôt correcte et le Cameroun s'en sort très bien. Par rapport à des sociétés, là aujourd'hui, le coronavirus, il a défié les sociétés des systèmes de santé qui se croyaient supérieurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Qu'on soit enfant de la rue, qu'on soit prisonnier, qu'on soit chef de l'État, Premier ministre, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, le coronavirus tue, il tue tout le monde. Et si on ne prend pas les bonnes décisions au bon moment, on meurt et on tue sa population. Voilà ce que moi j'ai envie de vous répondre. Alors, Samuel Dieudonné monte sur des personnes vulnérables, en dehors des enfants de la rue, des enfants qui se trouvent également, des mineurs et autres qui sont dans des maisons. Il y a également en première ligne les infirmiers, les médecins. Depuis le début, on ne parle pas trop de cette catégorie de personnes, mais qui pourtant, ils sont en première ligne. Aujourd'hui, officiellement, on dénombre déjà 3 médecins qui sont tombés du fait du coronavirus et beaucoup d'infirmiers également qui sont contaminés. Qu'est-ce qu'on fait au jour le jour pour les protéger? Parce que si on regarde les médecins, on regarde les infirmiers, ils ne sont pas nombreux pour une population estimée. Non, mais une vie de perdu, c'est une vie de trop. Il ne faut pas
je voulais seulement qu'on s'éloigne pas de l'essentiel. Parce qu'à vouloir focaliser sur des exceptions, sur des choses qui sont à la marge, nous risquons de perdre de vue du fait que c'est une grosse pandémie que nous gérons. Avec certainement beaucoup de sérénité, parce que le ministre de la Santé nous a rendu visite à l'hémicycle aujourd'hui avec beaucoup de sérénité, nonobstant le jeune âge de ministre de la Santé. Je pense effectivement que c'est quelqu'un qui inspire confiance, qui montre effectivement qu'il est à la manœuvre, qui montre effectivement que lorsqu'il a reçu une directive du chef de l'État ou du Premier ministre, il sait également l'appliquer, qu'il sait également être intuitif. Mais également dans le cadre de ce que vous parlez de l'atteinte du personnel hospitalier, effectivement, c'est un drame. C'est un drame, effectivement, que de voir quelqu'un qui veut sauver la vie lui-même en perdre. C'est un drame, mais effectivement, il a dit ceci, parce qu'il a été interrogé dans ce cadre, il a dit la plupart des gens qui ont été contaminés dans le corps du personnel soignant, oui, effectivement, c'est des gens qui très souvent ont été contaminés parce que le patient les rendant visite a voulu cacher sa pathologie. Et très souvent, on n'a pas pris des gestes barrières nécessaires pour pouvoir éviter toute forme de contamination. Et des cas, il y a des gens, on va pas les citer, peut aller pour un certain nombre d'entre eux. Mais il n'y a pas de honte à dire aujourd'hui que je suis atteint du coronavirus, que j'ai le Covid-19, parce que ce n'est pas une maladie de la honte. Vous, on vous avez accusé en son temps que vous étiez... Ah, et vous avez, M. Bouba, comment est-ce que j'ai répondu avec beaucoup de sourires? Parce que, en plus, j'ai dit, c'est un clin d'œil que mes amis d'en face me faisaient. Tout simplement pour pouvoir dire que je reprends quelque chose par rapport aux décisions que nous avons de temps en temps. Il n'y a pas à être fâché par rapport à cela. Mais là également, lorsqu'on a atteint, quand on dit effectivement, il faut essayer de vous dépister le plus rapidement possible. Ah, il y a une statistique qui circulait. Dans le cas de dépistage volontaire, enfin, des programmes de campagne de dépistage qui ont été lancés, apparemment, j'ai lu quelque part qu'il y a 14% des gens qui étaient réticents à Douala de se faire dépister. Il faut se faire dépister. Et lorsqu'on a un symptôme qui puisse tendre à cela, il faut effectivement courir vers le personnel soignant pour pouvoir leur dire « Ah, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon organisme. Est-ce qu'il n'y a pas lieu à tester ?» La plupart de ces médecins-là qui sont morts sur le champ de la bataille, c'est effectivement parce qu'ils ont été contaminés par des patients qui n'étaient pas déclarés comme étant malades. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que cette fois de contamination là, puisqu'on voit bien que même en France, effectivement, en Italie notamment également, il y a beaucoup de personnes, des gens du corps du personnel soignant qui sont décédés. Il faut l'éviter au maximum. Et notamment, là aussi, c'est un problème de responsabilité. Quand on dit, par exemple, j'ai dit expliquer aux gens qu'il y a quelque chose que l'on perd pas avec l'argent, c'est la liberté. La liberté s'acquiert parce qu'on est discipliné, parce qu'on est respectueux des lois et des règlements. Lorsqu'on vous dit laver les mains, vous n'aurez même pas besoin d'être confiné de manière intégrale, il faut laver ces mains-là. Quand on vous dit effectivement, il y a un certain nombre de gestes, un certain nombre de postures qu'il faut prendre, notamment quand on est dans la place publique, notamment également en portant le masque, vous gagnerez à vous déplacer, à ne pas être confiné de manière hermétique dans votre propre maison, tout simplement parce que vous aurez porté votre masque. Et il faut tendre vers cela, parce que ces personnels-là qui dédient leur vie. Mais c'est pour ça également, je vous dis chaque fois, ne ramenons pas les choses à la marge. Le personnel soignant mérite notre respect. Et c'est pour ça, effectivement, en France, tous les 20 ans, je ne sais pas si le phénomène continue, les gens se mettaient au balcon pour pouvoir... se mettre encore au balcon pour pouvoir saluer ce personnel-là qui, très souvent, a perdu sa vie parce qu'il a voulu sauver une. Allons voir maintenant avec l'aide de la réalisation si le décret pris par le chef de l'État hier a été effectif sur l'ensemble du territoire, notamment les différentes prisons de la République. Si du côté de Newbel à Douala, le régisseur dit qu'il est encore en train de prendre des dispositions pour que, à partir de la semaine prochaine, que les prisonniers concernés par cette décision, par ce décret, soient libérés. À la prison centrale de Koundengui, ici à Yaoundé, nos reporters ont effectué le déplacement de ce côté. Le coronavirus ne passera pas par les prisonniers. Le président de la République a pris la pleine mesure. Commutation et remise de peine pour certains. Il y a plus de personnes définitivement condamnées à mort dans les prisons ou que ces personnes-là ont vu leur peine, au moins pour celles qui ont été condamnées ces dernières années, être commuées à une peine de prison à vie, ou alors pour celles qui avaient déjà connu une première commutation de peine à une peine de 25 ans de prison. Le décret rendu public cette mi-journée du 15 février
ne concerne pas tous les détenus. Les manifestants de la crise anglophone, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et autres, les prisonniers de l'opération Épervier, sont exclus de cette décision. Ceux qui sont condamnés pour torture, pour viol, pour agression sexuelle et pour pédophilie. Ceux qui sont poursuivis pour détournement des deniers publics sont souvent, pour la plupart du temps, en attente de jugement définitif, donc vont se retrouver exclus. Et puis au demeurant, s'ils bénéficient de quelques peines, de ces quelques années seulement, mais vont rester donc en prison. Et pour ceux qui sont poursuivis au titre de la crise anglophone, eux, ils ne peuvent pas non plus être concernés parce qu'ils ne sont pas condamnés définitivement. Le décret de Paul Biya ne fait pas l'unanimité. Le texte de 3 pages à peine publié est déjà critiqué. Sortir des criminels comme ça de la prison et les jeter dans la société sans un cadre de transition, pour moi, je trouve ça extrêmement grave. C'est le même texte que le chef de l'État prend chaque jour, en tout cas le 19 mai, qu'il a signé habituellement avec pratiquement les mêmes termes. Donc, de ce point de vue, on peut vraiment regretter que ce texte soit resté un texte à minima. La maladie n'est pas la mort. Et voici que le Covid-19 vient changer le statut de certains détenus. Alors, parole de maître Claude Sira, test à minima, donc pour lui, c'est un coup de pédale. Oui, on peut le comprendre, hein. C'est un avocat, c'est vrai, il a l'habitude de défendre des prisonniers, enfin des personnes au niveau des prétoires, et puis il voit nombre d'entre elles ne pas être concernées par cette situation, justement à cause de ce que je disais, c'est-à-dire que les détentions préventives. À ce niveau aussi, c'est un peu compliqué. Ces affaires liées à l'opération Épervier et tout le reste, c'est un peu complexe. Et donc là, mais on ne peut pas dire que c'est un minima. C'est plus de 1000 personnes qui vont être concernées par ces affaires-là, ce décret du chef de l'État. Et on ne peut pas négliger cela aussi. Le négliger, ce serait comme si on demanderait au chef de l'État de libérer tout le monde, qu'on vide les prisons, qu'on fasse sortir tout le monde. Non, et à ce niveau-là, il faut quand même un minimum d'encadrement. Saluons déjà cette mesure qui vient quand même désengorger, mais maintenant, comme j'ai dit, il faut accompagner cela avec une gestion quotidienne saine de ces espaces carcéraux, c'est-à-dire que la propreté et puis la gestion des dossiers liés à ces détentions préventives qui maintiennent des gens en prison. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas de quoi payer la caution. C'est-à-dire que l'affaire est tranchée, il doit recouvrer sa liberté, mais il n'a pas de quoi payer. Donc, des situations comme celle-là, le garde des Sceaux doit essayer de les connaître pour faire l'effort de libérer, de désengorger au maximum. Maintenant, je vais aussi dire un mot, Bouba Ngomna, sur, vous avez parlé de l'état d'urgence sanitaire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers là? Mais moi, je dirais que là-dessus, je suis d'accord avec la retenue du chef de l'État. Parce qu'il faut tenir compte de notre tissu économique, qui est très fragile, qui est dépendant au maximum, si je m'appuie sur les analyses des économistes, des spécialistes en la matière, du secteur informel. C'est-à-dire que c'est au jour le jour que beaucoup de Camerounais se battent. Et moi, je suis d'accord avec la stratégie gouvernementale qui veut qu'on aille progressivement, on maximise sur la sensibilisation, l'application des mesures barrières, on confine moyennement, avec des heures limites pour essayer de libérer un tout petit peu l'activité, c'est bien. Notre chance de survie réside donc dans le respect strict des mesures qui ont été édictées par le gouvernement à ce niveau-là. Et je suis heureux aussi de savoir que tout à l'heure, il y a déjà une perspective ouverte par le chef de l'État pour la compensation. Parce que le débat aussi avait été lancé là-dessus, mais on ne va pas y aller un peu les yeux fermés parce que on aime bien, certains Camerounais aiment les effets d'annonce auxquels certains chefs d'État africains sont friands, pour dire on va donner 300 milliards et il y aura tel nombre de centaines de mille pour chaque ménage. Mais moi je crois qu'on doit y aller avec nos réalités, avec notre façon de faire pour arriver à la méthode camerounaise à tordre le cou. Maintenant, le personnel soignant, d'accord, c'est très bien qu'ils soient aujourd'hui en première ligne. Parce que justement, on sort d'une série de grèves dans ce secteur précis d'activité. On a des médecins qui ont été affectés de façon disciplinaire par le prédécesseur de Manaouda Malachi, simplement parce qu'ils étaient leaders d'un syndicat
de personnel soignant qui exigeait des choses. Vous imaginez que dans ce... C'est-à-dire qu'on envoyait des orthopédistes à Belabo. À Belabo, on envoyait les là où ils ne seront pas utiles forcément. À Mayoroulo. C'est-à-dire que là où ils ne seront pas utiles, on appelle ça communément affectation disciplinaire. C'est-à-dire que pour le punir, quoi. Parce qu'il dérange le ministre, entre guillemets. Et pourtant, en ce moment, est-ce que vous savez, Boubangomna, qu'entre le personnel soignant fonctionnaire et ceux qui sont contractuels, il y a une dichotomie dans le traitement, dans les avantages, et pourtant ils abattent le même travail en ce moment précis. Qui va tenir compte de ces éléments où on leur demande d'être au chaudron, ils ne dorment pas, ils n'ont plus de vie, parce qu'ils doivent sauver la nation, permettre au Cameroun de rester debout. Personne ne pense à eux. Moi j'espère, et là-dessus nous attendrons le gouvernement, il est encore très occupé, et on peut le comprendre, à régler ce problème de Covid-19, mais au sortir de cette affaire, il va falloir changer un ensemble de choses. Alors, je veux vous inviter ensemble à regarder ces 3 décisions qui viennent d'être prises par le chef de l'État avec l'aide de notre réalisateur, Léonard Ndombou. La première décision, le chef de l'État vient donc de prendre 3 grandes décisions, à savoir la reconduction pour 15 jours supplémentaire des 13 mesures dictées le 17 mars. La deuxième, la reprise des cours d'ici environ le 1er juin 2020 dans les établissements scolaires. Et la finalisation, troisième, en urgence, l'étude visant à évaluer l'impact du Covid-19. Je pense que le chef d'État est au four au moulin, Véronique. Moi, je souffre que vous ne me posez pas une question sur le personnel de santé parce que c'est mon identité. Oui, le chef de l'État au four au moulin, il a un calendrier pondéré, gradué. Nous, en termes techniques, on dit il a un calendrier en mode dégradé en fonction de l'évolution de la pandémie, justement. Ça permet de se projeter dans une crise systémique où on se pose des questions existentielles, une crise qui modifie même notre identité de personne humaine, qui pose des questions, des angoisses, où on se demande, quand on voit comment sont inhumées les victimes du Covid. Donc je pense qu'il y a besoin d'aller de manière dégradée, de manière graduelle, et de pouvoir quand même donner une planification à la population qui est suspendue à ce Covid, qui vient s'ajouter à des crises qui sévissaient déjà. Alors, pour revenir à votre secteur, comment faire pour ménager ce personnel sanitaire? Je pense que ce que je viens d'entendre là, en fait, c'est commun au personnel de santé, au personnel. Moi, je dis personnel, si vous permettez, on va faire une petite précision dans les termes. Camus disait que quand on n'a pas le bon mot, c'est le malheur dans un débat. Je pense qu'il y a une graduation entre personnel sanitaire. Personnel sanitaire, c'est vraiment toute la grande communauté du personnel sanitaire avec ceux qui interviennent lors des conflits armés, personnel, maintenant on parle de personnel médical, voilà, dans un personnel qui peut être soit des soignants, soit des non-soignants, et on parle communément de personnel soignant qui sont vraiment une sous-partie du personnel médical. Une fois qu'on a fait toutes ces précisions de langage, moi j'ai envie de dire que dans une crise, dans une pandémie, où vraiment on est interrogé dans notre existence humaine, dans notre finitude, le personnel de santé qui était critiqué il y a encore quelque temps sont des héros parce qu'ils ont la réponse exacte, l'adaptation à la crise. Donc, ils vont au front. Là, pour le coup, ils ont compris que l'heure est grave. Donc, ils vont au front. Ils sont en première ligne. Et ça vaut la peine de les protéger et de les motiver aussi, de les motiver dans ce qui peut être trouvé comme mesure d'accompagnement. Mais c'est le même débat. Moi, là où j'exerce, on demandait les mêmes choses. Il y a quelque temps, on les a pas obtenues. Donc, j'ai envie de dire merci à ce personnel qui, quand la société a un peu raté le coach, on leur demande de faire des miracles. Et là, au Cameroun, ils sont vraiment au front, ils sont à la bataille. Et moi, j'encourage vraiment la société tout entière déjà. Est-ce que ce personnel est protégé? Ils sont protégés. J'ai vu une société israélienne avec l'ambassade d'Israël qui est en train de fabriquer des protections pour eux. Voilà. Donc, n'allons pas plus vite que la musique. Moi, je vous redis, j'ai l'habitude de la gestion de crise. Pour un pays comme le Cameroun, je pense que le Cameroun s'en sort bien graduellement avec cette pandémie qui est quand même arrivée
où on prédisait la catastrophe en Afrique, où voilà, on avait l'impression qu'il y aura des morts au bord des routes. Les choses se passent quand même de manière assez maîtrisée. Et moi, j'ai envie de dire que ce personnel est protégé. Comment savoir peut-être quelqu'un même qui ne sait pas qu'il a en Covid-19, qui vient à l'hôpital, si le personnel... Comment voulez-vous faire la différence entre une grippe normale et cette pandémie, si vous-même déjà, vous n'avez pas... Voilà, donc je pense que les choses se mettent au fur et à mesure et que ce personnel va être de plus en plus protégé et que les mesures sont prises pour que ce personnel, à force de vouloir sauver des vies, qu'il ne soit pas lui-même victime de cette pandémie. Alors, Samuel Dieudonné-Motte, sur la troisième décision du chef d'État, la finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et la détermination en urgence des mesures en œuvre pour soutenir les secteurs d'activité et de difficultés ainsi que les ménages les plus fragiles. Ça, c'est ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Oui, mais vous voyez très bien que là également, tout en assurance, on n'en a pas fait un préalable. Tout au moins, ça ce qui concerne la stratégie du gouvernement. Il n'a pas dit, je vais vous mettre dans telle situation à condition que vous soyez payé de telle ou telle chose. Bien entendu, pour que les défis ne s'écroulent pas, les choses étant par ailleurs liées, on tiendra compte d'un certain nombre de dommages qui ont été créés dans le corps social, dans le tissu économique, pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse repartir. Sur le plan économique notamment, on annonce une récession de l'ordre de moins 6% dans les pays occidentaux. Quand on fait une évaluation chez nous, on est autour de 1%. Si d'aventure, on peut même trouver des mesures pour pouvoir éviter 1% de récession, ce serait une très bonne chose. Mais là également, vous voyez, tout en graduation, dans une certaine dynamique, on essaie de prendre chaque fois des mesures. Et vous voyez très bien le mot d'évaluation préalable ici n'est pas un mot, je veux dire un mot gratuit. Il faut effectivement avoir la tête froide pour pouvoir dire cette pandémie-là, voilà ce qu'elle nous a coûté et voilà quelle est la réponse que nous devons apporter pour que les gens puissent continuer à vaquer à leur occupation. Et ça, ce sera essentiel. Mais encore une dernière fois, il ne s'agit pas ici de compensation, il s'agit d'une assistance. Parce que, y compris dans les gens qui sont dans le monde économique, la vie économique, elle est faite également des périodes de croissance, mais aussi des périodes de détresse. Et quand lorsque vous êtes un homme d'affaires, vous devez inscrire également dans votre démarche anticipatrice le fait qu'il y a des moments, effectivement, il y aura des moments de tempête. Il ne s'agira pas ici de compenser les pertes que les uns et les autres pourront avoir, mais il s'agit de leur donner un certain nombre d'appuis de telle manière à ce qu'ils puissent repartir de manière sereine. Là également, en ce qui concerne les populations fragiles, vous voyez très bien là également que l'État pourra apporter. C'est tout à l'opposé de ce qui a été fait ailleurs. Il y a des vidéos qui circulent dans la toile aujourd'hui où il y a des gens qui sont totalement dans la rue en train de faire de mille et une revendications en disant « vous nous avez au préalable promis ceci ou cela ». Vous voyez, encore une dernière fois, le président de la République n'est pas dans le populisme. Le président de la République n'est pas là pour pouvoir donner ce qu'il n'est pas capable de donner. Chaque fois qu'il a donné, il a dit « je pourrais faire ceci », c'est tout en assurance en disant effectivement, compte tenu de l'évaluation, nous avons les possibilités pour pouvoir y aller. Mais encore une dernière fois, c'est quelque chose qui demande un effort collectif. C'est-à-dire que vous, journalistes, vous perdez certainement quelque chose. Vous aurez également, à travers votre communication que vous faites au quotidien, vous allez apporter quelque chose pour effectivement faire en sorte que nous puissions traverser cette pandémie. Mais chacun de nous apportera et également sera compensé ou alors assisté de la part d'une petite partie de ce qu'il aura également perdu. Bertrand, le fait que le Cameroun ne soit pas éligible ou alors sélectionné par le FMI parmi les pays devant bénéficier d'une certaine aide montre que le Cameroun se débrouille bien ou alors le Cameroun se débrouille mal. Non, le Cameroun se débrouille. Moi, je suis d'accord avec cette formule-là, parce qu'il ne faudrait pas accepter des aides à tout vent, parce que ce n'est pas des dons, ce sont des soutiens, et on sait comment ça fonctionne dans le milieu de la diplomatie financière internationale. On aura des choses à céder par la suite, ça il faut le reconnaître. Et la stratégie du Cameroun, moi, je l'apprécie bien, parce que là, on met de la mesure, parce que justement, certains pays ouest-africains, on a dit, OK, à tous les ménages, on va donner tel nombre de francs CFA. Sauf qu'ils ont limité l'affaire sur le temps. Et maintenant, non seulement il y a plus de contamination,
la période de confinement se rallonge indéfiniment et l'argent qu'on a donné aux ménages se retrouve aujourd'hui complètement insuffisant. On a donc des grognes, des soulèvements, ça et là, où des gens exigent à nouveau des choses. Or, le gouvernement a fait des planifications plates et bloquées. Ça fait qu'on est piégé. Donc, ces exemples ouest-africains m'amènent à apprécier davantage la démarche camerounaise, qui est celle d'avancer avec méthode, en appréciant, en évaluant la progression, avec les chiffres au niveau de la contamination, avec les chiffres au niveau de la gestion des guérisons et tout le reste. On évalue, on essaie également d'observer au niveau économique qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut bloquer, qu'est-ce qu'il faut ouvrir, comment contrôler. Et vous noterez par exemple que le gouvernement jusqu'à aujourd'hui n'a pas répondu à la sortie du JICAM, que beaucoup ont trouvé complètement suicidaire, que des gens veuillent, en période de crise comme cela, au lieu d'apporter une vraie contribution, plutôt calculée pour gagner à 2000% sur le dos de l'État, alors qu'après le Covid, il y aura une vie. Il ne faudrait pas que tout s'arrête et que tout s'effondre, parce que nous gérons le Covid, que nous ouvrons toutes les vannes, et lorsque le Covid sera terminé, comment on fait pour repartir? Donc moi, je suis d'accord avec cette démarche de mesure du gouvernement qui va progressivement, et c'est justement pour ça que le FMI n'est pas obligé de venir nous exiger quoi que ce soit en termes de soutien. Nous avons montré jusqu'à présent que nous sommes capables d'apporter, d'accompagner, de gérer cette crise-là avec notre façon, avec la manière camerounaise. On pourrait peut-être autoriser ou alors comprendre l'exigence de certains Camerounais de voir le chef de l'État au taquet, mais à ce niveau-là, il a sa manière à lui de gérer. Sauf qu'on doit reconnaître aussi que si le gouvernement, à un moment donné, a vraiment pris ce problème à bras-le-corps, c'est parce qu'il y a eu une pression populaire aussi. Les Camerounais ont commencé à s'inquiéter grandement de la situation, de ce qui allait se produire, et ils exigeaient qu'il y ait des mesures, ils exigeaient qu'il y ait véritablement un mouvement au niveau gouvernemental pour que le pire n'arrive pas. Et si le pire n'arrive pas aujourd'hui au Cameroun, c'est parce que les Camerounais savent se débrouiller. Ils ont une résilience naturelle aussi. En dehors des efforts de l'État, il y a que les Camerounais ont une résilience naturelle. Face aux situations, ils accompagnent certes le gouvernement, mais ils ont aussi leur manière à eux de résister. Merci. La manière, par exemple, c'est en ce moment, la pharmacopée traditionnelle, où les gens se mettent quand même tant bien que mal à boire un peu du ginger de gauche à droite. Ça aussi, c'est une mesure qui peut aider aussi à rester debout en attendant ce que le gouvernement. Ça peut aider, on ne sait jamais, ça sauve. Alors, Véronique, il faut dire penser. J'espère que ce n'est pas le mot de la fin. C'est le mot de la fin, malheureusement. Parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Non, je dirais que la crise sanitaire, elle est d'abord sanitaire, mais elle est aussi politique, elle est sociale, elle est économique. Il a donné un certain nombre de choses. Je pense que cette crise, on est déjà là, un peu dans la sortie de crise, dans ce que nous on appelle le rétexte, c'est-à-dire le retour d'expérience, l'évaluation. Je pense que cette crise nous aura appris à apprendre autrement, à coopérer autrement, et à échanger autrement, à communiquer. Elle a bouleversé les interactions sociales. Ce qui fait que même les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Cameroun, j'ai lu quelque part que l'Union européenne proposait des milliards de francs CFA. J'ai lu également qu'il y avait quelque chose au niveau de la dette. Donc je pense que le Covid-19 aura au moins eu le mérite de bouleverser l'échelle sociale et l'échelle mondiale. Moi, ce que j'ai envie au sortir de votre émission, parce que je ne suis pas sûre que je reviendrai, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de retourner en France, voilà, où ma vie m'attend. Je dirais que j'attire quand même l'attention du Cameroun sur trois choses. Sur le personnel de santé, je pense que c'est important aujourd'hui, malgré le travail qui se fait au niveau du Covid-19, qu'il y ait besoin de penser à un code de la santé publique. Un code de la santé publique qui va légiférer sur les pandémies, sur les crises sanitaires comme celle-ci, plutôt que d'avoir des lois ou des décrets épars. Un code de la santé publique également qui va légiférer sur le statut du personnel de santé, sur l'éthique, et aussi sur un certain nombre de mesures des acteurs de la santé. Je vois également que ça s'est fait au pied levé, mais je pense que d'un point de vue institutionnel, on a besoin au ministère de la Santé d'une direction de gestion des risques et des pandémies
pandémie. J'ai vu que c'était rattaché à la direction de la maladie. Je pense qu'il y a besoin vraiment d'avoir la cartographie des risques, parce qu'il n'y a pas que des pandémies, il peut y avoir des inondations, des catastrophes naturelles, dont tout ça a besoin d'être regroupé au niveau d'une direction de la gestion des risques. Merci, voilà Véronique. Ce que j'avais envie de... 15 secondes, votre mot de la fin. Bon, je voudrais la rassurer, la gestion des risques, elle est intégrée dans la dynamique, dans la stratégie gouvernementale, parce que nous avons également une direction de la protection civile qui s'occupe effectivement de la gestion des catastrophes. Mais là, effectivement, nous sommes en face de quelque chose que personne n'attendait. Vous voyez très bien que nous avons un certain nombre d'indicateurs qui nous laissent penser qu'on s'en sortira sans trop de casse. Mais cela ne veut pas dire qu'effectivement qu'il faut relâcher la garde. Quand on continue à dire effectivement les directives de protection, il faut les respecter, il faut continuer à les respecter. On ne peut pas à la date d'aujourd'hui mesurer quel est l'impact que ça a pu avoir, dans je veux dire, le nombre de contaminés que nous avons aujourd'hui, mais il faut insister là-dessus. Merci. Pour éviter effectivement que les gens se retrouvent dans les... Merci, c'est terminé pour le débrief de ce soir. Rendez-vous demain pour une autre édition débrief de l'actualité. Merci d'avoir regardé le journal. C'est dans une poussière de minutes, juste derrière. Bien le bonsoir.